Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette tchatch. C'est aussi un plaisir de retrouver les tchatchs. Un plaisir de tchatch autour de cette programmation cette année qui n'est pas une programmation, comme vous l'avez remarqué, exclusivement patrimoine, comme on le fait depuis des années à Jindou, mais une programmation qu'on a baptisée Caméra sénégalaise autour de... Alors, une très rapide traversée donc de 60 ans de cinéma sénégalais, même presque un tout petit peu plus que 60 ans, parce que le premier film est de 1955, vous le verrez ce soir, c'est un film de Paulin Vieira, jusqu'à des films de 2020, 2021, comme les courts-métrages du centre Yenenga, que vous avez peut-être vu hier. Et donc pour discuter de cette programmation, je vais faire depuis l'extrémité jusqu'à ici. Alors nos partenaires, qui sont les partenaires traditionnels, je dirais, de cette programmation, la Cinémathèque de Toulouse, représentée ici par Francesca Bozzano, qui est responsable des collections à la Cinémathèque de Toulouse, Béatrice Depastre, directrice des collections au Centre national du cinéma et de l'image animée, ce qui s'appelait autrefois les Archives françaises du film, qui a toujours une fonction d'archive nationale du film d'ailleurs. Alain Gomis, réalisateur, dont vous verrez ce soir, aujourd'hui, en plein air, dans le cinéma de Verdure, et qui est venu présenter hier les films du Centre Yenenga, ainsi que le beau film, peut-être que certaines ou certains d'entre vous l'ont vu, de Mamadou Diop, Mamadou Dia, qui a été projeté hier soir à Salviac. Et enfin, Farah Dramani Issifou, qui est programmatrice et qui est aussi attachée, on peut dire, au centre Yenenga. Voilà, donc ce centre dont on pourra, qui a été présenté hier, mais sur lequel dont on pourra revenir sur l'activité à l'occasion de cette tchatch. Alors, pour commencer, juste évidemment, en fait, juste pour vous dire deux mots de nous, ce qui nous a en quelque sorte animé lorsqu'on a, avec Seb, avec Marie, réfléchi à cette programmation et avec évidemment Francesca et Béatrice. C'était l'idée finalement de creuser non pas seulement ou pas vraiment en fait les cinémas africains, mais plutôt de s'intéresser à une cinématographie nationale, un peu comme on dirait aujourd'hui, on travaille sur le cinéma allemand, le cinéma italien, enfin pourquoi pas, etc. Dire voilà, qu'est-ce que c'est finalement, comment se construit, alors évidemment dans un nombre de cases de programmation très limité, une cinématographie nationale sénégalaise, depuis 60 ans, avec un panorama qui nous permette aussi d'avoir des représentants un peu de chaque génération. Donc une génération, on va dire, de fondateurs, avec Paulin Vieira, dont vous verrez un court-métrage ce soir, mais aussi Sen Ben Ousmane avec Moladé, qui passera en deuxième partie de soirée ce soir. Une génération, on va dire, qui est presque une deuxième génération, un peu intermédiaire, avec Djibril Diop Mambéty, dont vous avez vu deux films avant-hier, Le Franc et La Petite Vendeuse de Soleil. Une génération suivante incarnée par Moussa Sen Absa, avec Madame Brouette, qui là est un film du début des années 2000. Et puis une génération, alors Moussa Senapsa est toujours actif aujourd'hui. Et puis ensuite Alain Gomis, bien sûr, mais aussi c'est pas faire insulte à Alain, des réalisateurs plus jeunes, voilà, actifs, soit dans le cadre des courts métrages qu'on a vus hier au centre Yenenga, soit dans le cadre de ce premier long métrage. Le père de Nafi, présenté hier soir à Salviac. Alors c'est un peu convenu, peut-être ce raisonnement en termes de génération, mais c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui peut, pourquoi pas, permettre finalement de commencer la conversation. Donc avant de revenir peut-être sur les questions au fond de restauration, d'accessibilité de ces films, etc. Je ne sais pas, Alain, tout de suite, ou Farah, est-ce que finalement c'est pertinent en fait pour vous cette question de génération, si on pense justement à l'histoire ou du cinéma sénégalais? Oui, c'est pertinent. Bonjour. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Il y a des relais. Oui. Souvent, on est inspiré, aidé par certains. Bon, moi, c'est un peu particulier. Je suis franco-sénégalais, donc je suis un peu des deux côtés. Mais ça a été aussi
C'est aussi le cas de Mati Diop, c'est aussi... hier, vous avez pu voir le film de Philippe Lacoste aussi, qui est franco-ivoirien. Et je pense qu'il y a eu, non pas une relance, hein, ce serait, parce que c'est pas du tout volonté de dire que... Mais cette histoire, c'est aussi l'histoire de comment peuvent se faire les films, la production de ces films-là, d'un moment où ça a été compliqué de faire des films depuis l'Afrique, et comment finalement des gens qui étaient basés sur les deux continents, au moins deux continents, ont continué de faire des films et se mettent en quête, parce que c'est aussi le cas de Philippe d'une certaine façon, ou d'autres, ou de Mathieu, etc., de repasser le témoin et le bâton à ceux qui sont les deux pieds sur place. Oui, on peut dire tout de suite, c'est un petit peu l'objectif du centre Yenenga. Ouais, c'est l'objectif du centre Yenenga. Donc c'est une histoire un peu, elle commence effectivement aussi avec donc le film que vous verrez ce soir de Paul Inviat. Donc il y a cette relation à la production, au fait que un certain nombre de films dès le début se passent en France ou avec des gens qui sont partis étudier en France, qui ont aussi cette relation particulière. Depuis le début, il y a quand même dans la construction du cinéma en Afrique de l'Ouest, puis tu me corrigeras si je dis des bêtises, quand même cette double appartenance. Il y a quelque chose où Afrique sur scène fait aussi partie pour moi du patrimoine du cinéma français. C'est le cas d'autres films comme on parlait hier du film de Benjo Gaibé qui s'appelle Les Princes de Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose où finalement il y a quelque chose du cinéma, des cinémas africains qui est aussi né souvent en France, avec des gens aussi qui souvent ont vécu là. Et donc il y a une espèce de double identité. Et pour moi, ils font aussi partie du patrimoine français du cinéma. C'est à travers ces films, par exemple, apparaît dans les années 60 une population qui est complètement absente du cinéma français. Oui, qui était invisibilisée, voilà. À part chez quelques-uns, chez Paulet par exemple, finalement, si on veut avoir parfois une trace de la présence en France de certaines populations, et notamment de populations africaines, il faut se référer à eux. Mais ils écrivent une part de l'histoire française aussi. Donc en fait, on a donc ok pour cette notion de génération, avec donc tu as évoqué là à l'instant ce film donc Afrique sur scène qui est un film de 1955, hein, je crois, donc tourné en France, mais avec un cinéaste qui va être un fondateur un petit peu de la cinématographie sénégalaise. Et puis donc ensuite, donc et là je vais revenir aussi aux films qu'on a pu voir, hein, donc d'ores et déjà, hormis les films qu'on va voir. Je pensais donc beaucoup plus tard, hein, donc Djibril Diop Mambéty, qui est très important pour Jindou, mais aussi très important pour le cinéma en général, avec des films dont on a pu voir justement, alors dans le cas de Djibril Diop Mambéty, des restaurations effectuées, peut-être Béatrice, tu pourras nous en dire un mot, c'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit finalement, quelle est la raison pour laquelle on va choisir de restaurer, hein, donc, ce type de film, peut-être en raison aussi de leur moins bonne accessibilité. Bon, il faut savoir que beaucoup de films de Djibril Diop Mambéty, enfin un certain nombre d'entre eux sont ressortis là ces derniers temps grâce à justement des opérations de restauration. Puis ensuite, donc peut-être Béatrice, tu peux dire deux mots de ça, et puis on parlera justement d'autres films qui pour l'instant échappent, si je puis dire, aux mailles de la restauration, comme ce qui a été proposé par Francesca autour là, notamment là de Moussa Senabsa. Juste pour revenir sur ce que disait Alain, vous verrez que ce soir, Afrique sur scène, moi, je suis persuadée que ça a en partie inspiré certains plans et certaines situations dans Chronique d'un été de Roucher-Morin, puisque la présence des étudiants, alors là, ils sont plutôt du Niger ou de Côte d'Ivoire dans Chronique d'un été. Ce sont des situations quasiment semblables à ce que l'on voit dans Afrique sur scène. Je pense qu'il y a voilà, les transferts sont vraiment dans les deux sens. Alors comment est-ce qu'on choisit Alors la campagne de restauration qui a été entamée en 2017-2018 s'est fait dans la perspective de la saison culturelle qui s'est achevée là au mois de juillet, qui s'appelait au départ Africa 2020,
qui est, vous savez, dans ces saisons culturelles, il y en a 2 par an en France, qui met à l'honneur une thématique, un pays, voilà, pour essayer de faire connaître des cultures, alors sous toutes leurs formes, toutes les expressions artistiques. Et donc, il y avait ce projet donc, qui devait s'étendre de juillet 2020 à décembre 2020 et qui a été retardé, bien évidemment, d'1 an. Autour des cultures africaines et plutôt les cultures contemporaines, hein, les artistes aujourd'hui en activité. Et avec l'Institut français, on a décidé de permettre, d'essayer de mettre à disposition un certain nombre de films du patrimoine africain cinématographique pour justement essayer de tisser des liens entre ces différentes générations et surtout de donner accès à cette histoire du cinéma dans les pays africains. Alors africains, on l'a entendu au sens large et au sens où l'Institut français a diffusé ce patrimoine depuis les années 1960. Donc en mai 2018, on a rassemblé un groupe de 14 experts de 10 pays africains différents à Cannes pour leur demander quels étaient, à leur avis, les films qu'il fallait impérativement restaurer en termes pour eux de symboles et d'urgence dans ce qu'ils connaissaient de l'état de la circulation des films africains. De cette réunion et des échanges qui ont suivi avec eux et puis les personnes qui avaient été sollicitées, qui n'avaient pas pu être à Cannes, on a eu une liste à peu près de 25 films et dans laquelle on est allé piocher. Alors là, il y a des problèmes que l'on aborde chaque année quand on parle de restauration, des problèmes de matériel, parce qu'en fait, on essaie toujours de trouver le matériel le plus proche du négatif d'origine pour faire de belles restaurations. Donc là, pour les films africains, c'est compliqué parce que les travaux de laboratoire ont parfois été faits en France, donc on trouve de temps en temps le matériel dans les laboratoires français, mais pas que. On trouve souvent du matériel de tirage dont on va partir. Donc on s'est intéressé à ce problème de matériel qui est vraiment primordial, et puis aussi à des problèmes de droit, c'est-à-dire arriver à trouver les ayants droit, les personnes qui juridiquement sont responsables de ces films pour leur permettre après de circuler. Parce que restaurer un film, c'est très bien, mais il faut que le film puisse circuler, c'est-à-dire qu'il y ait un interlocuteur juridique qui puisse permettre la circulation du film, signer un accord avec un distributeur. On a parlé de la distribution là, cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire distribuer un film ? Et ça, on tenait vraiment à ce que cette partie, si vous voulez, du travail de l'exploitation cinématographique soit possible autour de ces films pour qu'effectivement ils puissent circuler. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de films courts et longs métrages qui ont été restaurés alors, par l'Institut français et ses partenaires, alors qui peuvent être tout à fait divers. Ça peut être des sponsors comme par exemple Orange, qui a aidé à la restauration de 2 films. Il y a un accord qui a été passé aussi avec New York University. Les étudiants de l'université new-yorkaise restaurent 1 à 2 courts-métrages par an dans le cadre de leur cursus. Au CNC, on a financé la restauration d'une dizaine de films en accord avec des distributeurs. Gaël Técher était aux côtés de Marie-Claude Triou au début de la semaine. Il a porté la restauration de 3 films africains qu'aujourd'hui il distribue. Voilà, donc vous voyez, on essaye de s'associer parce que la tâche est quand même immense. Il y a eu beaucoup de films produits en Afrique. On ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte justement parce que ces films ne sont pas accessibles. Et donc, on a besoin de ces partenariats pour arriver à restaurer un maximum de films. Et surtout, l'enjeu pour nous, et ce qui a été un petit peu un problème effectivement pour alimenter cette programmation, c'est que on a essayé de restaurer des films issus de tous les pays africains, francophones, anglophones aussi, et lusophones, pour offrir un panorama large
de justement cette histoire de la création cinématographique en Afrique. Donc ça, c'est pour la circulation hein, donc, des films restaurés, le choix des films restaurés, dont on a vu donc 2 exemples. Et puis donc Francesca, certains films viennent directement à des collections de la Cinémathèque de Toulouse parce qu'ils sont issus d'un dépôt. Et donc là, tu as fait un choix, toi, qui était de mettre en valeur une société en fait de production Oui. qui s'appelle les Films de la Lanterne. Oui, tout à fait. Le choix, bon, Moladé était un choix évident. Dans le choix... C'est un choix d'auteur, disons, en fait. Voilà, Moladé, il fallait un film de exactement. Sembène Ousmane. Exactement, parce que c'est un réalisateur, comment dire, qui est un peu, si vous voulez, l'ambassadeur à l'international du cinéma sénégalais, donc incontournable. Donc voilà, c'était important. C'était important comme choix aussi par rapport à la thématique et au fait qu'il s'agit vraiment, à mon avis, d'un film féministe. Donc, je tenais à le montrer. Et l'autre choix du film de Moussa Sini Absa est lié vraiment à l'histoire de la Cinémathèque et à l'histoire des dépôts. Mais pas seulement. J'aimais bien aussi ne pas seulement mettre en lumière un réalisateur qui s'inscrit dans une histoire de génération de réalisateurs, mais aussi de raconter une histoire de production. Parce que les films de la Lanterne qui ont coproduit ce film était une maison de production qui naît en 1973, issue aussi de l'expérience de cinéma de mai 68. Et c'est principalement une maison de production militante qui, dans les années 80, évolue en direction d'un cinéma social qui s'empare plus du sujet que de films idéologiques et qui travaille énormément avec les télévisions, les chaînes locales et câblées. Et enfin, arrive à découvrir, grâce à des rencontres avec des réalisateurs, et notamment avec un réalisateur burkinabé, arrive à découvrir les cinémas d'Afrique qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle passe avec le cinéma africain d'un rôle de producteur principalement de documentaires et militant à un rôle de coproducteur de films de fiction, principalement, tournés en Afrique par des réalisateurs africains, en mettant à disposition des contacts avec les laboratoires français pour les tirages, en mettant à disposition aussi une certaine compétence et un réseau, mais dans un esprit de vraiment de participation fraternelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune attitude paternaliste ou voilà Post-colonial. Exactement, absolument rien de ce genre-là. C'est vraiment, ce sont des opérations vraiment très intéressantes de collaboration et d'enrichissement commun des deux côtés. D'accord, donc là c'est à propos de Madame Brouette, hein, qui est un film qui a été pour beaucoup d'entre nous une révélation, enfin une découverte et une révélation, un film magnifique. Alors voilà un cas justement d'un cinéaste, Moussa Senabsa, qui commence sa carrière comme ça à la fin des années 80, enfin dans les années 90. Et Alain, tu y faisais allusion hier, c'est quelqu'un qui vient de terminer justement en fait un film et qui continue hein, à travailler aujourd'hui, qui s'inscrit comme ça déjà dans une certaine durée comme ça. Ouais.
D'ailleurs, pour répondre aussi à la première question. Oui, oui, oui. Non, mais parce que c'est une petite communauté de gens, en fait. Oui, oui, oui. Donc, oui, il y a des générations au sens où moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sam Ben Ousmane, j'ai eu la chance de partager avec Djibril Diop Mambéty et à chaque fois d'avoir un accueil chaleureux et des encouragements. Parce qu'une nécessité, parce que beaucoup de films et en même temps peu de films par rapport à d'autres cinématographies. Et donc une nécessité de voir d'autres arriver, d'essayer de partager des contacts, des choses qui leur permettront de faire des films. Parce que, après, je répondrai à cette question, mais à la prochaine question. Non, mais parce que ce qui se passe, je ne sais plus ce que je voulais dire, avec la génération les unes après les autres, là, c'est que finalement, qu'est-ce qui reste de réalisateur en réalisateur? Voilà. Et finalement, il y a eu des gens qui ont pu inscrire des parcours et assez peu de structures qui se sont créées. C'est assez récent, finalement, que des structures se soient créées. Jusque-là, c'était effectivement, on arrivait à se construire sur des noms, mais finalement, il n'y avait pas de structure. Et là, ça commence à se mettre en place. Et moi, j'ai vu avec une nouvelle génération, entre guillemets, des gens qui sont à peu près âgés de 30 ans maintenant, c'est des gens qui ont grandi sans cinéma, sans salle de cinéma. Parce que les salles de cinéma ont disparu les unes après les autres, parce que ça commençait... En fait, on ne pouvait pas rentabiliser les films quand c'était encore des copies 35. Bon, bref, pour une série de raisons, les salles ont disparu. Et en fait, moi, j'étais très surpris de voir des jeunes gens. C'est comme si le besoin de cinéma était indépendant du fait d'en voir, enfin d'aller au cinéma, qu'il y avait un besoin qui était de se voir soi-même sur l'écran. Qu'évidemment, on arrive à partager, c'est ça pour moi la beauté du cinéma, c'est de se rencontrer à travers des gens qui sont dans des cultures et des traditions différentes, de pouvoir s'identifier à des Japonais ou à n'importe quoi. Mais quand même, il y a un moment où ça devient nécessaire, surtout quand on est assailli d'images, à longueur de temps, de pouvoir se reconnaître, de pouvoir identifier des parcours aussi qui sont des parcours particuliers. Et ça, moi, j'étais très, 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 très surpris de cette énergie, comme si le cinéma ne pouvait pas mourir, en fait. Et voilà, c'est ça que j'ai rencontré. D'accord. Alors, Farah, tu voulais ajouter quelque chose, mais j'ajouterais même une question, en fait. C'était justement, puisque tu es en lien à la directe là, avec les jeunes cinéastes du Centre Yenenga, etc., qu'en est-il chez ces jeunes gens dont on a vu donc, un certain nombre de courts-métrages hier, de leur relation, pour le coup, à leur histoire, à l'histoire de ce cinéma, de cette cinématographie à se passer? Est-ce que c'est des choses dont il est question, qui sont un petit peu absentes, ou parce que justement il n'y a pas de possibilité finalement de réappropriation de ce patrimoine? Voilà, comment ça se passe finalement? Est-ce que c'est quelque chose même qui pourrait, pourquoi pas, s'intégrer dans un cursus? Enfin, je ne sais pas. Alors, je vais faire comme Alain, je vais répondre à la question précédente, parce qu'il me semblait important, non mais je répondrai aussi à la question que tu viens de me poser, c'est promis, mais il me semble important en fait d'ajouter aussi quelques éléments de contexte historique en fait, parce que pourquoi les cinématographies africaines sont-elles si jeunes? Pourquoi on dit que justement le cinéma africain est né en 1955 et qu'on remonte justement à Afrique sur scène de Paulin Vieira, ou alors plus tard à Borom Saret d'Ousmane Sembène, pardon. C'est parce que jusque dans les années 60, en fait, les Africains étaient dans l'impossibilité de se filmer eux-mêmes. Le décret Pierre Laval de 1936, si mes souvenirs sont bons, je Juste fais avant face le à Front populaire, l'historien. mars 36, ça je me souviens. C'est ça. Les dates, ça va, pas les noms. Bon, c'est bon, j'avais le nom, tu avais la date. Formidable, on est une bonne équipe. Donc le décret Pierre Laval en fait interdisait à toute personne de filmer dans les colonies sans l'autorisation du lieutenant de la colonie concernée. Donc ce qui faisait que voilà, jusque concrètement dans les années 60, il était impossible pour les Africains de se filmer eux-mêmes, et que le cinéma a aussi été un instrument de propagande coloniale. Donc c'est dans ce contexte-là politique extrêmement fort que naissent les cinématographies sur le continent. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle, justement, tu faisais le lien, Alain, entre les générations, mais qu'il y a ce lien, ce besoin
d'être représenté, de se représenter en fait soi-même quand on a été justement représenté par les autres, et puis en plus avec des représentations qui quand même étaient extrêmement négatives, voilà, dans le cinéma colonial en tout cas, il n'y a pas de doute à ce sujet. Et ce qui pose aussi, je dirais, pas la question, mais Alain, tu parlais aussi tout à l'heure voilà, justement de la prégnance, en tout cas des liens entre l'Afrique, entre le Sénégal et la France. On le voit bien à travers les différents projets qu'on a abordés. Effectivement, la France continue d'être un opérateur extrêmement important aujourd'hui sur le continent africain, et particulièrement effectivement dans ses anciennes colonies et en l'occurrence au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle aussi voilà, une partie de ces restaurations sont faites justement ici. Donc, à mon sens, ça pose aussi la question de l'appropriation, et c'est là où je vais peut-être faire le lien avec la question que tu viens de me poser. L'appropriation de ce patrimoine cinématographique auprès des jeunes générations. Comme le disait Alain, il y a un moment donné, il y a eu plus de salles de cinéma, notamment là, au Sénégal. Donc, la question de l'accessibilité, justement, des cinémas du patrimoine s'est posée et se pose encore. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Alain et toute l'équipe du Sentier Nenga et bon nombre d'acteurs culturels au Sénégal et ailleurs se créent. C'est pour justement donner la possibilité à la fois aux jeunes cinéastes de pouvoir dire leur message au monde, et en même temps de pouvoir aussi faire ce lien avec l'histoire de leur pays, avec l'histoire qu'ont pu écrire justement les cinéastes que tu as cités. D'accord. Alors, il va de soi hein, que la salle a la parole, y compris. Bon, là, c'était en fait une manière aussi de vous expliquer un petit peu à la fois le contexte, les raisons qui nous ont amenés aussi à avoir cette idée comme ça de programmation. Mais il vous revient, bien entendu, de poser des questions tant sur ce sujet que sur les films eux-mêmes que vous avez pu voir depuis le début de la semaine, et depuis d'ailleurs un premier film qu'on a passé ici lundi dernier, dont j'ai pas évoqué le titre encore, qui est Caméra d'Afrique, hein, ce film de Ferid Bouguedir, donc qui il y a 40 ans de cela, finalement, fait un premier bilan hein, donc de 20 ans de cinéma depuis les indépendances en 1960, et qui est un film qui était lui-même le fruit d'une restauration. Hein, donc c'était intéressant aussi d'ouvrir comme ça par ce film pour montrer à la fois les permanences, un peu parfois désolantes d'ailleurs, et les choses qui ont changé hein, donc, depuis les années 1980, lorsque Ferid Bouguedir termine ce film à ce moment-là. Donc n'hésitez pas. Un micro circule, voilà. Moi, je peux après poser plein de questions. On peut même poser des questions pendant très longtemps, mais voilà, n'hésitez pas. Oui, Francesca. Oui, pardon. On peut peut-être évoquer un lien avec ce que vous disiez juste maintenant. Cette volonté de réappropriation et de récréation d'un patrimoine de cinéma sénégalais au Sénégal, oui. Avec un projet de reconstruction de cinémathèque sénégalaise oui. Qui, voilà, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce projet et vous êtes en contact avec... Alors, je ne sais pas, oui. Avec le projet de Cinémathèque sénégalaise, oui. Moi, ce que j'en connais, c'est une volonté un peu nuageuse. Ça manque un peu de volonté politique pour ça, pour plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément effectivement ce qui peut paraître l'urgence du moment. Et puis parce que le cinéma est aussi une possibilité d'expression qui peut poser problème au pouvoir de temps en temps. Bon, c'est pour tout le monde depuis des années. Maintenant, beaucoup de gens militent pour qu'il y ait une cinémathèque qui permette, qui soit effectivement là, qui donne la possibilité aux enfants, notamment aux écoles, etc. Enfin, à tout le monde de pouvoir avoir connaissance de ce patrimoine. La direction du cinéma, on est au courant. Les ministres de la Culture qui se succèdent disent toujours que oui, ils vont le faire, que c'est très important. Je ne vois pas le projet véritablement évoluer. C'est dommage à plein de titres. D'abord parce que effectivement, ce patrimoine-là, c'est aussi une question
comment on dit, pas d'indépendance, mais de souveraineté, la possession de ses propres images. Pour prendre un exemple tout bête, vous connaissez sans doute le sculpteur Ousmane Sow, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je mélange les dates, mais il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Pour avoir des images d'Ousmane Sow, pour que la télévision sénégalaise puisse montrer des images, ils n'en avaient pas, parce qu'ils n'archivaient pas, par exemple. Du coup, la question c'était, alors, où est-ce qu'on va les récupérer? Peut-être en France. Du coup, il va falloir les payer. Ne pas posséder ces archives, c'est aussi, en récupérant les archives des autres, prendre des archives qui ont déjà un regard, parce qu'en général, on n'a pas accès au rush, mais on a accès aux objets montés. Donc ça pose profondément la question du regard sur soi et après de la volonté politique de véritablement organiser le réseau, au-delà de juste le moment où on dit oui c'est nécessaire, mais d'organiser le réseau sur où est-ce que ça va être conservé, tout le côté législatif aussi qui est nécessaire de mettre en place. Et franchement, il y a régulièrement des annonces de fête, mais moi je ne vois rien avancer concrètement. Peut-être vous avez vu des trucs. Non, non, moi j'ai vu 4 films, 4 courts-métrages qui sont passés par Toulouse, mais c'était un peu le hasard, parce que il y avait un ancien stagiaire de la Cinémathèque italien qui s'est retrouvé au Sénégal dans cette aventure avec une autre italienne. Donc, il s'agit de Marcolene et Tiziana Manfredi. Et donc, par le biais de la connaissance avec la Cinémathèque, etc., ils ont demandé à la Cinémathèque juste de numériser, faire une sauvegarde numérique de ces 4 films, en prenant bien évidemment sur eux la responsabilité juridique de cette opération. Et donc, j'ai vu les 4 films, les 4 courts-métrages. Il y en avait même 3 qui auraient pu tout à fait rentrer dans la programmation de Jean Doux, mais n'étant pas encore restaurés, s'agissant seulement d'une sauvegarde à partir de copies qui étaient sauvegardées, qui étaient conservées au Sénégal. Sans avoir fait de recherche de négatifs, etc., qui ne semblent pas présents quand même en France, dans les laboratoires. Voilà, les organisateurs de toute cette opération n'ont pas souhaité montrer les films ici avant qu'ils soient restaurés et travaillés pour les montrer au mieux. Donc, c'est la seule chose que j'ai vue et j'ai une connaissance de cette initiative qui a été présentée aussi à Bologne au Festival Cinema Ritrovato cette année. Donc, il y a plusieurs annonces faites. Je ne sais pas si ça va évoluer, mais c'est quand même intéressant d'un point de vue justement du besoin de réappropriation de ces images et d'un patrimoine qui est régulièrement quelque part confié aux autres. Oui, Voilà. c'est ça, mais on pose le doigt là sur un peu un des problèmes concernant la cinématographie africaine et puis l'Afrique à certains endroits, en tout cas. Donc, quand on en parle de l'extérieur ou sur certaines volontés politiques, il y a beaucoup de trucs d'affichage. On va utiliser des moments, des moments de festival, des moments de trucs. On va annoncer beaucoup de choses. Et après, le travail de fond pour que ça existe vraiment, bon, ça disparaît souvent. Donc voilà, après, il y a plein de gens, et je connais Tiziana et Marco, qui travaillent courageusement, et voilà, il y a plein de gens mais à cet endroit des archives, qui est vraiment une question importante, il y a besoin d'un relais étatique. Et pour l'instant, il n'y a pas de constance dans ce relais-là. Juste pour ajouter ce que tu dis, puis c'est assez révélateur justement que ce soit 2 jeunes Italiens qui sont par ailleurs des amis, hein, qui se chargent de cette question-là en fait ici, au Sénégal. Enfin voilà, ça dit, je trouve assez bien voilà, le contexte dans lequel on évolue.
Alors oui, donc je réitère ma proposition de prise de parole sur notamment les films que vous avez vus dans le cadre de cette programmation. Je ne vais pas en faire en fait un catalogue thématique, ça serait un peu absurde, mais enfin juste pour, c'est aussi à la faveur justement des choix qui ont été faits. Bon, il y a quand même quelque chose qui me semble ressortir complètement et qui sera marqué aussi par le film de Sven Ousmane ce soir. Tu y faisais allusion, Francesca. C'est la question évidemment du statut de la femme, des représentations de la femme, que ce soit dans Madame Brouette, dans un certain nombre de courts-métrages qu'on a vus hier, mais aussi évidemment dans La Petite Vendeuse de Soleil. C'est évident, enfin, c'est encore une petite fille, mais enfin, c'est une question aussi très importante. Donc, je ne sais pas si c'est des choses qui vous semblent. Je crois qu'il y a une question ici. Moi, il y a une chose qui me paraît frappante, c'est que les films qu'on a vus, ils sont le plus souvent sous-titrés. C'est-à-dire que par rapport à l'existence d'une cinématographie nationale sénégalaise, il y a la complexité du fait national, du fait étatique en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique en général, puisqu'il est relativement récent. Et donc, l'appartenance sénégalaise, elle se croise quand même avec le lien historique avec la France. Les cinéastes qui ont deux pieds, un en Afrique et un sur un autre continent, en Europe. Et puis l'existence de langues qui ne sont pas... y a pas sauf erreur de ma part, il n'y a pas de langue nationale sénégalaise autre que le français. Il y a des langues qui sont parlées et qui font que ça complexifie quand même le caractère proprement sénégalais ou d'autres États d'ailleurs. Comment est-ce que vous l'appréhendez Pour moi, ce n'est pas un problème. Au Sénégal, c'est un pays où il y a peu de langues. Il y a une langue véhiculaire, le Wolof, qui est parlé par tout le monde, qui est plus parlé que le français. Mais même si la langue officielle reste le français, ce qui peut poser problème à un certain nombre d'endroits d'ailleurs, parfois même de la compréhension du discours, de la législation pour les populations. Prenons le film qui a été diffusé hier, Bamoun Nafi, qui est un film en langue peul, et que au centre Yenenga, on a essayé de distribuer. Parce qu'il y a un autre problème qui est celui, du coup, on en a parlé, les salles ont disparu, il y a des réouvertures de salles actuellement, c'est souvent des complexes français en fait qui réouvrent. Donc il y a Pathé qui rouvre un complexe de 8 salles, il y a cette salle Canal Olympia, en fait c'est Canal Plus Vivendi, et il y a une salle sénégalaise à Dakar qui a rouvert, qui est le complexe Sven Ousmane. Et donc la circulation des films, c'est aussi le problème parce que il n'y a aucune cinématographie au monde, je pense, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais je crois, qui peut se construire. Le cinéma, c'est un art populaire, donc qui peut se construire sans que le public voit les films. Or, les salles qui sont en train de se construire là, c'est des salles qui sont dans des endroits qui sont destinés, disons, à une classe moyenne supérieure, à peu de gens en fait, et qui pratiquent des prix et qui sont placés à des endroits qui font que en fait la population lambda, la plus nombreuse, ne peut pas avoir accès à ces films. Donc, il y a la difficulté de faire des films, mais il va y avoir surtout comment ces films vont être montrés. Donc, il y a un nouveau tissu de salles à essayer à construire. Et nous, on avait essayé. Il y en a d'autres qui font ça. Du coup, avec le film de Mahamadou Dia, on peut donc commencer à distribuer, à se balader en faisant des projections itinérantes. Malheureusement, ça a été interrompu par le Covid, et au Sénégal, il y a eu un an En fait, on a le droit à nouveau de faire des projections depuis le mois de juin, mais il y a eu un an de fermeture de toutes manifestations publiques, etc. Mais ce qu'on commençait à voir, d'abord, c'est que les gens étaient très contents de voir un film aujourd'hui au Sénégal en peul. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose qui était un frein, la langue. Donc, c'était effectivement sous-titré en français, et ça attirait plus facilement le public peul, mais ça attirait aussi tous les autres. Et alors, la question, c'était, alors du coup, ces salles, quel prix pratiquer, c'est quoi le prix du ticket qui serait le bon prix pour les gens, tout ça, etc. Et on commençait à voir apparaître des modèles vachement intéressants de gens, d'associations, de communautés, qui achetaient des séances, en fait. Qui achetaient des séances pour la ville, pour le quartier, etc., etc. Et on n'a pas eu le temps, malheureusement, de pousser l'expérience plus loin parce que ça s'est arrêté.
mais il va falloir effectivement dessiner. On ne peut pas appliquer la distribution ou l'exploitation à la française parce qu'elle est tellement subventionnée qu'elle est hors... et d'ailleurs, c'est la seule qui existe comme ça dans le monde, quoi. Donc voilà, il va falloir... mais on ne peut pas faire des théories, il faut essayer. Et ça, je trouvais ça assez beau, ce truc où des gens se mettent à acheter des séances pour la communauté. Le coût est-ce que c'est cher d'aller au cinéma pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent? Ouais, c'est entre 3 000 et 5 000 francs CFA, c'est-à-dire 8 et 10 euros. Non, plus 5 000, non, entre 5 et 7 euros, ce qui est cher. Ouais. Oui, ce qui est cher, oui. Au pouvoir d'achat de là-bas, ça paraît énorme. Ouais, c'est très cher. C'est très cher. C'est pas cher pour encore une fois, parce que il y a c'est un pays où il y a une population qui gagne de l'argent, etc. Mais comme partout, comme ce qu'on voit partout, donc c'est un pays avec une forte croissance, mais qui profite évidemment à une toute petite partie de la population. Donc il y a des gens qui vivent très très bien, et c'est à eux qu'on destine le cinéma. Ce qui est un vrai problème là maintenant. Imaginez qu'on fasse la même chose en France, quoi. Comme si le cinéma était un divertissement pour... un divertissement de voilà. l'élite. Exactement. Et du coup, ça me fait penser justement ce que tu dis là, à quelque chose qui était dit dans Caméra d'Afrique, hein, par l'un des cinéastes interviewés dans le film. C'était en effet faire des films pour notre public, quoi. Et donc je ne sais plus, dans Caméra d'Afrique, je crois que c'est Mben Ousmane, en fait, hein, qui est interviewé à Cannes. C'est Medondo, et qui dit, oui, il faut, un journaliste qui l'interviewe, il faut bien te mettre un truc dans la tête, tu comprendras rien à mes films, tant que tu ne comprendras pas que ce ne sont pas des films que je fais pour toi, pour le public européen, mais que ce sont des films que je fais pour mon public, en réalité, alors à l'époque, dans une perspective un peu panafricaine, hein, ou panafricaniste, donc, dans les pays d'Afrique, ou dans un pays d'Afrique donné. Donc cette question du public, cette question de la cible à qui on s'adresse, ce que tu disais finalement sur se représenter et donc pouvoir se voir aussi à l'écran, c'est quelque chose qui est toujours aussi central pour les jeunes cinéastes. La question s'adresse du coup à vous deux aujourd'hui. De ce point de vue-là, il y a une sorte de continuité depuis les années 70, 80, 90. Oui, vraiment, mais je crois que c'est le cas partout en fait. Je Oui. crois que toutes les gens qui font du cinéma, parmi en tout cas tous ceux qui font du cinéma, beaucoup le font parce qu'ils ont envie de mettre sur cette vitrine internationale qu'est le cinéma aussi. C'est comme un truc qu'on poste quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu et qu'ils ont besoin de voir. Je pense que ça fait partie des besoins de chaque personne qui se met à ou écrire ou à filmer ou etc. De mettre là aussi devant, au même rang que Spider-Man ou je sais pas quoi, quelque chose qu'il touche. Et qui pense qu'il faudrait qu'il mérite autant que le reste d'exister. Donc finalement, je pense que on retrouve, alors là on parle d'un truc très spécifique, mais on retrouve ça un peu partout. Je pense que les gens, alors à la fois dans le monde rural aujourd'hui ou dans le monde des banlieues, ou etc., la volonté que d'exister et d'exister sans, comment on dit, stéréotypes, ce qui est un combat éternel. Oui. Je pense que ça pousse beaucoup, c'est pour ça que les gens sont là à Jindou aujourd'hui, c'est pour ça que... Oui, c'est pour prolonger par rapport à l'expérience de Jindou, du festival lui-même, et puis j'ai une question ensuite. Comme vous le savez sans doute, moi par exemple quand je suis arrivé en 2001 à Jindou, ce qu'on appelle aujourd'hui nos vagabondages, c'était un panorama du cinéma du bassin méditerranéen et de l'Afrique subsaharienne. Et c'est comme ça que Djibril Diop Mambéty, d'ailleurs, c'est parce qu'il est venu que nous, on s'est intéressés à ces cinématographies-là. Et je crois aussi que c'est comme ça que Jindou s'est mis un peu sur la carte des festivals avec une petite reconnaissance comme ça d'un travail qui se faisait dans cette direction. Mais comme on a les moyens qu'on a, on s'est dit à un moment donné, ça a coincé un petit peu. Parce qu'on se retrouvait devant une situation un peu absurde de vouloir absolument remplir nos cases de programmation. Parce que nous, on n'avait pas, je dirais, les moyens d'aller à la source et d'aller voyager sur le continent pour aller ramener les films, éventuellement faire un travail autour du sous-titrage, toutes ces choses-là. Ça devenait une case ghetto. Ça devenait une case où nous, on fait quelque chose pour le cinéma africain parce que c'est différent.
Et c'est vrai que quand on a lâché ça parce qu'on sentait que ça devenait un petit peu moins pertinent, et bien en même temps, dans la tête, pour moi, c'était, et ben ça me convenait très bien. Parce que je me suis dit, oui, sans doute qu'on va montrer objectivement moins de films venus du continent africain, mais les films qu'on montrera, on aura toujours une attention particulière sur ces cinémas-là, mais sera adossé au cinéma mondial, comme n'importe, voilà, au cinéma, tout simplement. Et moi, je trouve que symboliquement, c'était très important. Et après, par rapport à ce que vous dites, tu as employé le mot de souveraineté, Alain. Il y a ensuite, moi, une question qui m'intéresse beaucoup, puisqu'on a parlé des questions des enjeux au niveau de la diffusion des publics, en amont, au niveau des compétences, parce que la question de la restauration, je pense, mobilise un certain nombre de compétences techniques. Et le travail que vous faites au centre Yenenga, ben, il y a des gens qui vont travailler dans cette structure et qui vont mobiliser des compétences. Alors, où on en est là de cette question de compétences, donc de formation? Dans le domaine archivistique, on a vu les problèmes de l'existence d'une cinémathèque éventuellement à Dakar. Il en existe quand même quelques-unes sur le continent. Il y en a une à Alger, bien sûr, très ancienne, une à Rabat, une à Tanger, mais aussi une à Ouagadougou, qui connaît actuellement une tentative de nouvelle organisation. Et à l'occasion du prochain FESPACO, on essaie de mettre en place un moment d'échange pour justement identifier les besoins de formation dans ce domaine justement de la conservation et de la restauration. Alors c'est pas créer une structure, mais aller voir en fait, parce que du patrimoine on a pu identifier, oui, il n'y a pas de cinémathèque, mais il y a beaucoup de musées qui conservent des reportages, des captations de spectacles, enfin tout un travail ethnographique qui a été fait depuis des années et par des réalisateurs vraiment locaux, pas par des cinéastes français ou allemands qui seraient venus. Et on va essayer justement d'identifier les besoins et de mettre en place avec les acteurs justement au Burkina, au Sénégal, au Maroc, des formations qui permettront, qui collent en fait avec le besoin. Parce que ça ne sert à rien de former des restaurateurs dans les laboratoires en France si après ça, sur place, on n'a pas le matériel qu'il faut. Ça ne sert à rien de montrer comment est-ce qu'on conserve des films à 5 degrés alors qu'il n'y a pas l'électricité de façon régulière pour arriver à entretenir des magasins de conservation. Donc on va essayer, avec justement la Cinémathèque de Ouaga et le FESPACO, de rassembler des acteurs du cinéma, mais aussi des musées, de centres culturels qui ont justement du patrimoine. Alors ça peut être des films sur support film, mais ça peut être aussi des vidéos. Et je pense que le problème des fichiers numériques se pose aussi, et ça va être quelque chose de terrible, parce qu'aujourd'hui on a encore des bobines, mais les fichiers numériques, on sait qu'ils ont déjà certainement disparu pour beaucoup d'entre eux. Donc essayer de faire ce recensement et de voir comment est-ce qu'on peut former au plus proche du besoin. Alors ça, c'est la partie conservation, restauration. Non, mais c'est important parce qu'en fait, finalement, quand on parle de compétences techniques, on pense tout de suite, évidemment, à la question que vous allez certainement aborder là dans un instant, l'un et l'autre, c'est la post-prod, les compétences corrélées, je dirais, en fait, à la fabrication d'un film. Mais au fond, enfin, moi, je suis évidemment convaincu que ça ne sert pas à grand-chose si on ne sait pas conserver, justement, en fait, ces films, en particulier ces fichiers ensuite. C'est-à-dire que dès qu'on produit quelque chose, on produit de l'archive. Et donc cette archive, il faut pouvoir ensuite la gérer. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Et puis il y a donc ces autres compétences aussi. Ouais. Trois petites choses pour moi finir en tout cas. Et revenir sur un truc qu'avait dit un réalisateur malien qui est devenu à un moment ministre au Mali, Cheikh Oumar Sissoko. Il disait on a besoin de faire des films, il nous faut faire des films en Afrique parce qu'il nous faut absolument dire comment on aime, comment on est en colère, comment on partage, si on ne veut pas être submergé et disparaître sous les sentiments des autres.
Je pense que c'est non seulement vrai du Mali, etc., mais c'est le vrai de tout le monde. Ce dont on parle là, moi je voudrais juste finir, je vais répondre à la question. Ce combat-là dont on parle là, c'est le combat de chacun d'entre nous, en fait, à nos endroits, en fait. Et que le but ultime, il est effectivement, bien sûr, de montrer, comme c'est ici le cas à Jindou, de montrer les films aux gens, à tout le monde, et donc au Sénégal, aux Sénégalais, mais de participer à cette espèce d'intimité commune qui est pour moi le cinéma. C'est-à-dire que moi, je me suis découvert en regardant des films japonais. Je me suis reconnu, avec la distance, parfois, on se reconnaît de façon plus forte qu'avec des gens qui nous sont très très proches. Et le cinéma, ça permet d'accéder à soi, parfois en faisant des milliers de kilomètres. Donc le but, c'est pas seulement de se retrouver sur soi-même, mais c'est d'avoir une voix dans cette intimité, j'allais dire, universelle. Et pour ça, donc, il faut avoir les outils. Pour ce qui est des tournages, il y a les techniciens, il y a les compétences, il y a le matériel, tout ça, etc. Pour la post-production, donc tout ce qui vient après, c'est plus compliqué. Or, la post-production, et en premier lieu le montage image, c'est aussi une écriture. C'est une écriture, et c'est aussi important de pouvoir le faire sur place. Ça va réduire le coût des films, ça va permettre à plus de films d'exister. Ça va permettre à des films d'exister sans le consentement de financement extérieur. Parce que même pour le cinéma américain, vous voyez, je ne sais pas moi, peut-être 10% du cinéma américain. Mais pour pouvoir avoir ces 10%-là, il faut que les 90% qui ne sortent jamais des États-Unis puissent exister, en fait. Donc c'est de ces films-là aussi dont on a besoin, des films qui sont juste pour les gens sur place. Et c'est eux qui seront le terreau d'autres films qui vont rencontrer les autres. Donc, ouais, on est nous, et puis il y a d'autres gens en train de mettre en place une formation là, qui commence en fin septembre, ou donc des métiers de post-production, et on aura voilà, des audits mix et tout ça, etc., pour essayer. Et la question, au final, c'est comment on fait, parce que c'est beaucoup une question de production, comment on fait aussi pour échapper à ces assignations qui viennent de ces grands groupes pour lesquels le cinéma c'est un produit comme les autres, comme tous ces produits-là, où on a besoin de réduire les gens à des caricatures, parce que soi-disant ça se vend mieux, et puis effectivement parfois ça se vend mieux, donc ça se retourne aussi vers nous, à qu'est-ce qu'on consomme aussi, par facilité parfois. Mais ces facilités-là, elles nous enferment, elles nous étouffent, quoi, parce qu'au bout d'un moment, on ne se reconnaît plus sur les choses qu'on voit, et ça crée de la violence. Ça crée de la violence que de se voir d'une façon qui vous révulse parce qu'elle vous diminue. Donc je crois que c'est nécessaire. Merci beaucoup. Une question, une dernière question. Alors voilà. Question. Vous avez parlé du Burkina Faso et on sait qu'il est en guerre en ce moment, qu'il y a des morts. Mercredi, il y a eu 40 morts civils au Burkina. Et comment on peut parler cinéma et essayer de faire dans des conditions de vie quand même très difficiles dans certains coins d'Afrique. Au Burkina, ça va très mal depuis 4-5 ans. Ouais, les gens s'entretuent là-bas. Et est-ce qu'on peut trouver le temps par rapport à ces conditions de vie difficiles à faire du cinéma, quoi? Moi, je crois que oui, c'est pas une question de temps. Je pense que c'est... On parle d'archives, on évoquait hier le cas de la Guinée-Bissau, pendant sa guerre de décolonisation, sous Amilcar Cabral, entamé justement à envoyer des cinéastes à Cuba pour qu'ils se forment et qu'ils documentent, etc. Je pense que c'est le cinéma, il a tellement d'aspects, et je pense que c'est important. S'il fallait que tout aille bien pour faire des films, il n'y en aurait nulle part, quoi, en fait. Et on ne serait même pas là, quoi. Si, il y aurait une production importante au Luxembourg, peut-être, mais... Ouais. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci. Place à GG.